Notre épisode du jour débute au cœur des flammes, à une température à laquelle ni nous, ni les livres ne pouvons survivre. 233 degrés Celsius. Ça ne vous parle peut-être pas, mais si je vous dis Fahrenheit 451, ça doit vous dire quelque chose. Publiée en 1953, c'est l'œuvre la plus connue de Ray Bradbury, un écrivain américain très prolifique. On la place souvent comme l'une des 3 grandes dystopies du XXe siècle, aux côtés du Meilleur des mondes de Aldous Huxley, publié en 1932, de 1984 de George Orwell de 1949. À vous de vous faire votre avis, je vous propose de découvrir ce livre aujourd'hui, dans cet épisode de Brume littéraire. C'était un plaisir de brûler. Voici comment commence ce texte. On y rencontre Guy Montag, le personnage principal. Il est en pleine action, en train de brûler une maison. Sur son casque est inscrit le numéro 451, comme dans le titre du roman. Il sent le kérosène et ses ennemis, ceux qu'il fait tout pour détruire, ce sont les livres. Sauf que voilà, Guy Montag n'est pas un criminel, tout l'inverse en fait. Il est pompier. Première surprise, le travail des pompiers n'est pas, comme on en a l'habitude, d'éteindre les maisons en flammes, de sauver et de venir en aide à la population. Les maisons sont fireproof, comme ils disent, donc plus besoin de cette fonction. Au contraire, ils maîtrisent le feu et font tout pour détruire le grand ennemi de cette société, la littérature. Montag et son équipe allument ce feu avec précision et avec une méthode qui nous fait vite comprendre qu'ils ont l'habitude de faire ça. Le kérosène coule avant que la flamme ne prenne le relais et réduise le tout en cendres. Encore une menace supprimée, ce sont des mots qui ne pourront plus jamais être lus. Et ce plaisir, qui occupe la première phrase du roman, marque déjà l'un des traits de notre personnage principal. Il fait pleinement partie de cette société qui voit les livres comme un danger. C'est pas à contre-cœur ou l'esprit plein d'interrogations qu'il agit. Il fait son travail, le fait bien et surtout le fait avec le sourire, avec du plaisir. C'est avec le sentiment du devoir accompli que Montag rentre chez lui. Mais alors qu'il approche de sa maison, il rencontre sa voisine, Clarisse McKellan, une jeune fille âgée de 16 ans qui va chambouler tout son univers. Et comment est-ce qu'elle le chamboule ? Eh bien tout simplement en lui posant des questions. Clarisse est un personnage à part dans la société de ce livre. Alors que les autres ne parlent plus entre eux, passent leur temps à regarder leurs murs écrans, des sortes de télévision qui diffusent des images en continu, qu'ils ont toujours des coquillages d'ailleurs sur les oreilles, qui leur diffusent de manière permanente des sons et des distractions, Clarisse, elle aime se balader à l'extérieur. Parler, échanger, rencontrer autrui, plutôt que de se terrer dans la solitude et dans le divertissement facile. Et les questions qu'elle pose à Montag sont toutes naïves. Est-ce qu'il a déjà lu un livre avant de le brûler ? Il est étonné. Bien sûr que non, c'est strictement interdit. Est-ce que c'est vrai que par le passé, les pompiers éteignaient les feux plutôt que de les provoquer ? La réponse de Montag est claire. Non, les pompiers ont toujours eu pour mission de brûler, jamais d'éteindre les flammes. Mais le doute s'installe dans son esprit. Et le coup final, c'est quand Clarisse lui pose cette ultime question. Est-ce que vous êtes heureux ? Elle s'en va, avant que Montag ne puisse répondre. Et il pense d'abord « Oui, je suis heureux, je n'ai pas de raison de ne pas l'être. » Mais la question va rester dans son esprit. Et alors qu'il rentre, il retrouve Mildred, sa femme, étendue sans vie sur le lit. À ses pieds, il voit une boîte de médicaments totalement vide. Il appelle à l'aide. 2 hommes arrivent équipés chacun d'une machine. L'une pour vider l'estomac, l'autre pour remplacer le sang. Mildred est sauvée. Mais l'existence d'un tel dispositif montre bien qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Alors que Mildred dort profondément, arrachée aux griffes de la mort, Montag sort dans son jardin et voit de la lumière chez ses voisins. Il entend les discussions animées, les rires de Clarisse et de son oncle, cette joie de vivre et ces échanges qui semblent prohibés dans la société dans laquelle il vit.
La voilà, sa réponse. Non, je ne suis pas heureux. Prenons une courte pause dans notre récit. Vous le devinez peut-être, dans ce livre de science-fiction, on nous décrit un monde un peu différent du nôtre, mais qui lui ressemble étrangement. Les différences ne sont pas drastiques. On n'a pas des voitures qui volent ou des comportements qui nous semblent impossibles. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on comprend assez vite les règles qui régissent cet univers de fiction. On partage par exemple les mêmes références historiques et le tout est décrit à travers une expérience singulière, ce qui nous permet d'avoir un aperçu de ce monde. On devine qu'il a traversé des catastrophes, de guerres atomiques peut-être, mais elles ne sont presque jamais racontées. Elles servent juste de toile de fond. On a aussi des avions de chasse qui traversent incessamment le ciel, un signe qu'une guerre avec un ennemi indéfini est encore en cours. Ce ne sont pas les passages descriptifs qui nous apprennent le plus, mais simplement les discussions et les réflexions de Montag, ce personnage qui est totalement intégré à ce système. Son étonnement quant à sa voisine Clarisse et à ses réflexions, que nous lecteurs on aurait plutôt tendance à associer à la normalité, eh bien ça montre un décalage important entre les différents personnages. Lui, tout comme sa femme Mildred, se sentent bien dans ce système. Ou plutôt, Guy s'y sentait bien. Mais tout change. Revenons au récit. Le lendemain, Mildred se réveille et ne se souvient de rien. Elle ne croit même pas son mari quand il lui annonce qu'elle a avalé toute une boîte de pilules. Étrange, donc. Montag doit retourner au travail. Et c'est à ce moment qu'on rencontre son chef, le capitaine Beatty, un homme convaincu du bien fondé des actions des pompiers. On y découvre aussi le limier, un robot entre chien, araignée, qui a un odorat infaillible et un dard silencieux qui peut tuer n'importe qui en un instant sans se faire repérer. Et ce limier, Montag en a peur. Et s'il y avait un problème technique, ou même que quelqu'un utilisait cette arme contre lui? Beatty le rassure et lui dit qu'il n'a rien à craindre tant qu'il a la conscience tranquille. Ah, nous y voilà donc. On sent un changement, un léger vacillement dans les convictions de notre personnage. C'est toujours sur le chemin du retour que Montag croise Clarisse, à plusieurs reprises d'ailleurs. Elle lui dit que son travail ne lui correspond pas, mais elle annonce aussi qu'elle se sent à part, comme si elle n'était pas née à la bonne époque. Les gens, et pas seulement le système, ne lui correspondent pas. Et peu de temps après avoir révélé cette pensée, la jeune fille disparaît, sans laisser de nouvelles. Montag essaie de comprendre sans trouver de réponse. Et c'est perturbé qu'il se rend au travail et qu'il va décider de tester l'une des théories de son ancienne voisine. Est-ce que c'est vrai que les pompiers, par le passé, éteignaient les feux plutôt que de les allumer? Tout le monde se moque de lui. Le capitaine Beatty sort le manuel de la profession dans lequel il est précisément écrit que le métier de pompier a été créé en 1790 dans le but de détruire les livres des Anglais. Le nom du premier pompier de l'histoire, selon leur version officielle, Benjamin Franklin. L'alarme sonne alors. On a trouvé des livres dans une maison. Le camion part à toute vitesse, Montag à son bord. Et c'est une mission habituelle pour notre personnage, jusqu'à une anomalie. Normalement, quand on découvre les livres, leur détenteur montre de la résistance avant de s'en aller. Mais quelque chose dévie cette fois. La femme qui occupe cette maison ne la fuit pas. Elle ne se plaint pas outre mesure. Et alors que les pompiers aspergent la maison de kérosène, elle reste impassible. Les pompiers la somment de partir, mais elle refuse. Et c'est même elle qui va craquer l'allumette fatale, celle qui va tout réduire en cendres. Elle y compris. Montag assiste à ce spectacle, impuissant, profondément choqué. C'est la première fois qu'il voit une personne se consumer avec ses livres. Ce geste n'a pas de place dans le monde. Rien ne justifie, dans la logique qu'il connaît, qu'on accepte de mourir pour des objets que tout le monde considère comme inutiles et dangereux. Alors, si cette femme est prête à donner sa vie
pour ces livres, c'est bien que ceux-ci doivent cacher quelque chose. C'est l'esprit plein de doutes et de questions qu'il rentre chez lui. Mais il n'est pas seul sur le chemin du retour. Avant d'arroser de kérosène toute la maison de cette pauvre femme, sans vraiment savoir pourquoi, il s'était emparé d'un livre qu'il avait rapidement caché. C'est comme si la disparition de Clarisse d'abord, puis ce décès insensé, le poussait à creuser, bien plus que ce qu'il n'avait fait jusqu'alors. Le changement est là et débute. Le lendemain, il n'a plus envie de retourner au travail. Et sa femme ne le comprend pas. Certes, tu as vu une femme mourir devant tes yeux, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller travailler. L'indifférence de sa femme laisse Montag abasourdi. Et le choc suivant est là. En discutant avec Mildred, ils se rendent compte qu'ils ne se souviennent même pas de leur rencontre. Pire encore, pour lui, elle lui annonce que les voisins sont partis et que Clarisse est morte, renversée par une voiture. Montag n'en revient pas, ça ne peut pas être un hasard. Et pendant ce temps, Mildred est déjà passée à autre chose. Comme un signe, tout ce qui compte a disparu et le superficiel subsiste. Les télécrans, les coquillages, le divertissement constant. On ne peut pas avoir un moment de vide, un moment propice à la réflexion ou au souvenir. Ce monde est fait comme ça. On cherche toujours la distraction facile et on refuse de vivre toute forme de peine. Un exemple, lorsqu'une personne décède, son corps doit être débarrassé, c'est d'ailleurs eux qui utilisent ce mot, en moins de 5 minutes et incinéré au plus tard 5 minutes plus tard. Même le deuil est impossible. On veut ôter toute trace, en croyant que ça supprime la peine. Moins on s'attache aux gens, moins on souffre, car une personne est irremplaçable, contrairement à un écran ou à un coquillage sur les oreilles. On reviendra un peu plus tard sur toute cette réflexion, car le capitaine Beatty vient pour retrouver Montag, qui n'est pas allé au travail. Et c'est là un des moments qui me plaît particulièrement dans le livre. Beatty explique à nouveau l'histoire des pompiers, et qu'ils ne font pas le mal. C'est la population qui veut qu'ils brûlent les livres. Il raconte que les médias n'ont cessé de se niveler par le bas pour correspondre aux attentes de leur public, qui voulait du divertissement et des informations disponibles avec le moins d'efforts possible. Alors, c'est ce qu'on leur a offert, en enlevant toutes les difficultés qui pourraient se révéler entravantes. Les livres, vous le devinez, sont bien l'inverse de cette simplification. Et pire d'ailleurs, ils creusent encore les inégalités, cet écart entre ceux qui les comprennent et les autres. En plus, il y a toujours quelque chose dans un texte qui dérange quelqu'un. Alors on commence à supprimer les livres qui gênent une majorité de personnes. Et de fil en aiguille, on élimine de plus en plus de textes, jusqu'à les interdire totalement. La complexité des œuvres crée des écarts et des tensions, alors une chose à faire, il fallait les détruire, ces sources de conflits. Et ce qui est marquant, c'est que ce n'est pas uniquement le souhait d'un gouvernement autoritaire, mais c'est celui de la population qui s'enferme dans cette simplicité. Les pompiers sont les garants du bonheur et de l'ordre. Et ce discours, Beatty est apparemment habitué à le tenir, parce qu'il nous révèle que chaque pompier passe une fois par là, par l'envie de prendre un livre pour découvrir de quoi il s'agit. On lui laisse alors 2 possibilités. Soit il a 24 heures pour détruire le livre, soit ce seront les collègues qui se chargeront de la besogne. En général, cela ne dure pas. Très vite, ils brûlent le texte volé. Ils reviennent à leur fonction et à l'équilibre général. C'est là qu'on réalise que Montag n'est pas un cas isolé. Tous ses collègues, sans exception, ont ressenti ou ressentiront un jour cet élan de curiosité, qu'on pourrait approcher de la défiance. Il n'est donc, en ce sens, pas unique. Là où il se différencie, c'est qu'il va aller encore un pas plus loin. Alors que les autres avaient abandonné à cette étape, lui va continuer. Beatty s'en va. Et c'est alors que notre personnage révèle à sa femme que ce n'est pas un ouvrage qu'il a volé,
mais une bonne vingtaine qu'il a collectées au fil des mois. Choquée, elle veut directement partir pour brûler un livre. Mais Montag la retient et l'invite à s'installer avec lui pour se lancer dans la lecture. L'activité s'avère plus difficile qu'escompté. Ils ne comprennent rien. Elles se retrouvent forcées à recommencer, à relire chaque phrase à plusieurs reprises. Mildred se désintéresse assez rapidement et retourne à ses télécrans, tandis que Montag continue. On frappe à la porte, on entend des bruits étranges à l'extérieur comme un signe d'une surveillance accrue. Mais notre héros est lancé et ne veut pas se laisser déranger. Lire reste complexe. Il sent qu'il a besoin qu'on l'accompagne dans cette tâche. C'est alors qu'il se souvient de Faber, un homme rencontré dans un parc avec un livre de poésie. Montag avait pris son adresse, mais sans le dénoncer. Il l'a trouvé, son aide. Alors ni une ni deux, il part lui rendre visite. Faber est d'abord méfiant, mais accorde vite sa confiance, voyant le feu qui brûle dans le regard de Montag. Il va alors lui révéler les 3 éléments qu'il lui faut pour bouleverser la société. Tout d'abord, il faut une information de qualité, à laquelle on peut se fier sans qu'elle ne simplifie tout. Ensuite, il faut avoir le temps de l'assimiler, c'est-à-dire du vide, et non une distraction continue. Pour terminer, la 3e étape est le droit d'agir, en fonction de ce qu'on a appris. Et ces 3 éléments, quand je les ai lus pour la première fois, m'ont quelque peu étonné. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça dans ce livre ? On en est déjà à plus de la moitié du texte. On sait que la révolution sera difficile à mener avec le peu de pages qui restent, d'autant plus si la tâche est si ardue. Parce qu'il s'agit d'un vrai bouleversement des comportements de chaque humain dans cette fiction. Mais maintenant, je crois comprendre que Faber s'adresse plutôt à nous, lecteurs, qu'à Montag. Ces 3 choses, assez simples en réalité, peuvent très vite nous échapper. On y a encore le droit aujourd'hui, mais le risque, c'est de les perdre. Et pour moi, c'est à cela que sert cette mise en garde. Non pas juste dire quoi changer dans l'univers de Fahrenheit 451, mais surtout ce qu'il faut défendre dans notre monde. Mais revenons à Montag, qui de son côté a pris la décision de se battre avec un objectif simple, lancer la réimpression de certains livres. Pour l'aider, Faber va lui donner un dispositif de communication de sa confection, grâce auquel les 2 nouveaux amis peuvent rester en contact permanent. Montag rentre chez lui, et alors qu'il est bouleversé par tout ce que Faber lui a raconté, il va commettre l'une des actions les plus incompréhensibles du récit. Alors que sa femme invitait 2 amis à la maison, il les retrouve devant les télécrans. Se sentant investi d'une mission, il va sortir un livre et va commencer à réciter de la poésie, à haute voix, devant les 3 femmes. L'une d'entre elles est bouleversée et se met à pleurer, sans pouvoir expliquer pourquoi. C'en est trop pour Mildred, qui se met en colère contre Montag, qui se retrouve contraint de partir au travail. Une fois arrivé, tout s'accélère. Le capitaine Beatty lui tient un discours sur le danger des livres, sur les raisons qui les poussent à tout détruire. Et alors que son discours devient de plus en plus accusateur, Montag est sauvé par une alarme qui résonne dans la caserne. Il se prépare comme à son habitude, entre dans le camion qui se déplace à toute allure. On s'arrête, les troupes se déploient, et on est prêt à incendier une nouvelle maison, pleine de livres. Mais on n'est pas face à n'importe quelle maison. Montag est devant chez lui, dénoncé par sa propre femme. Il doit avancer, lance-flamme à la main. Il se trouve maintenant dans les pièces qu'il connaît si bien, prêt à y mettre le feu. C'est le capitaine Beatty qui l'y force. C'est toi qui as créé ce problème, c'est à toi de le régler. Mais ce qui devait être une punition semble au contraire être une libération pour lui. Il voit sans passer ces lieux où il passait du temps avec celle qu'il nomme désormais comme cette femme étrange.
S'il regrette ses actions passées, son ignorance, alors y mettre le feu lui permet de faire table rase. Il s'affranchit de ce système dans lequel il ne voulait plus jouer un rôle. En fait, ce qu'il peine le plus, c'est de devoir brûler les livres dont les pages roussies dansent devant ses yeux alors que son capitaine ne cesse de faire l'éloge du feu et de son pouvoir destructeur. À peine l'autodafé terminé que Beatty lui annonce qu'il est arrêté. Montag, d'abord, ne résiste pas. Il demande si c'est bien sa femme et ses amis qui l'ont dénoncé, ce que son supérieur confirme. Il est dans un autre monde, mais il reprend conscience à un moment précis, quand Beatty lui dit qu'il sait qu'il a un ami, qui l'a aidé sur son chemin de la lecture. Faber. Sans hésiter une seule seconde, Guy pousse le levier de sécurité, met le doigt sur la détente de son lance-flamme et tue son capitaine. Puis vient le tour du limier, car il sait qu'il risque d'être sa prochaine victime. La traque commence alors. Il sait qu'il n'a nulle part où aller. Alors il prend les 4 derniers livres qui lui restent, ceux qu'il avait cachés dans son jardin, et il s'enfuit, direction la maison de Faber. Chez lui, ils apprennent en regardant les télécrans qu'un nouveau limier vient d'arriver directement importé d'une ville voisine. Celui-ci peut reconnaître toutes les odeurs. Alors il faut effacer toutes les traces du passage de Montag. Et il doit courir vers son salut, qui ne peut se trouver que dans la rivière, en bas de la ville. Sa traque est diffusée en direct à la télévision. Il doit servir d'exemple pour le reste de la population. Le limier ne peut pas échouer et on veut prouver qu'on ne peut jamais lui échapper. Montag court aussi vite qu'il peut pour plonger dans la rivière. Le présentateur télé fait alors une proposition pour retrouver au plus vite le fugitif. À mon signal, tout le monde doit ouvrir la porte de sa maison. Regarder à travers sa fenêtre pour voir si on n'aperçoit pas ce criminel. Ainsi, il ne peut être à l'abri nulle part et la traque prendra fin. On compte ensemble jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Montag imagine des milliers de portes s'ouvrir en même temps. Il voit dans sa tête tous ces visages qui tentent de le retrouver, ces animaux gris, ces yeux vides sans aucune conscience qui ne font qu'obéir. Mais il est sauvé. C'est depuis la rivière qu'il se fait toutes ces réflexions. Si on en doutait encore, on se rend maintenant compte d'une chose. Tout le monde est complice. On fait tout collectivement pour arrêter cet homme qui trouble l'équilibre public. Alors oui, il a commis un crime, mais ceux qu'ils cherchent ne font qu'obéir à leurs écrans, à la seule réalité qui existe encore pour eux. En se laissant porter par la rivière, Montag tombe sur un feu de camp, à l'écart de la ville. Plusieurs vagabonds s'y réchauffent et suivent encore la traque depuis un petit téléviseur portable. Il les rejoint et aperçoit sur le petit écran qu'un autre homme, un inconnu, était désigné par le présentateur comme étant Guy Montag. Le limier s'approche, le pic de son dard. Il s'effondre, mort. La machine ne pouvait pas échouer, alors il fallait une victime. On a tout fait pour ne pas filmer son visage, rester assez distant pour que personne, pas même les meilleurs amis de Montag, ne puisse l'identifier. On annonce alors la réussite de cette mission, on a vengé un crime commis contre la société. Tout peut revenir dans l'ordre. Les hommes qui accueillent notre héros sont tous des marginaux, qui étaient auparavant des intellectuels, des professeurs, des grands lecteurs, qui font tout d'ailleurs pour sauver les œuvres littéraires. Il est trop dangereux pour eux de les avoir physiquement avec eux. Alors, ils les apprennent par cœur. La République de Platon, les voyages de Gulliver, Aristophane, Gandhi, Bouddha, Confucius, Thomas Jefferson, les différents versets de la Bible. Bref, grâce à la mémoire visuelle, on continue de faire vivre les livres en espérant pouvoir leur redonner un jour leur place. C'est en parlant avec eux que Montag réalise tout ce qu'il n'a jamais vraiment pu vivre, toutes ces émotions qui lui étaient enlevées.
ses activités qui lui étaient indirectement interdites, tout ça, toujours dans le but de protéger la population de toute chose négative, de tout ce qui pouvait rompre un équilibre aussi factice soit-il. Et l'une des choses qui lui revient en premier, c'est le deuil. On lui a enlevé toute possibilité de pleurer les morts, en les faisant disparaître le plus vite possible, en les remplaçant au mieux, en remplissant chaque instant de vide pour nous éviter d'y penser et de souffrir. Mais le deuil est le prix à payer pour l'amour, et supprimer l'un, c'est rendre l'autre impossible. Et alors que Montag repense à son passé, les vagabonds entendent un hurlement déchirer le ciel. La ville est bombardée par des avions ennemis. On l'avait presque oublié avec tout ce récit, mais c'est la guerre. Tout se termine en un instant. Les bombes ont réduit toute la ville en cendres, et à part notre héros et ses compagnons, il semblerait qu'il n'y ait aucun survivant. Montag repense à Mildred, à Clarisse et à Faber. C'est alors qu'il se met en route, à la tête du groupe, direction le nord. Tout se fait dans cette désolation, dans ce silence infini qui lui permettent, pour la première fois, de laisser une place aux souvenirs et à ses réflexions. Et c'est ainsi que se termine Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, avec une fin ouverte qui nous permet de laisser libre cours à notre imagination. Ce livre nous a offert une fenêtre sur le monde dystopique qui, en un certain point, ne semble pas si éloigné d'une certaine réalité que nous vivons plus de 70 ans après la parution de ce livre. Les textes sont parfois vus comme un danger, on veut éviter les réflexions douloureuses, les creux, les vides. On s'occupe comme on peut, à flux tendu, sans jamais s'arrêter. Alors, prenez le temps de prendre soit ce livre, soit un autre, dans vos mains. Et offrez-vous ces temps de silence et de repos qui permettent aux idées de se développer et de mûrir. Ray Bradbury était un écrivain prolifique. Plus de 600 nouvelles, 30 romans, dont par exemple les Chroniques martiennes. Mais c'est bien Fahrenheit 451 qui est le plus connu. Il fut d'ailleurs inspiré par une histoire vécue par l'auteur. Un jour, en se baladant à pied dans Los Angeles, il fut arrêté par un policier un peu borné qui ne pouvait pas comprendre que l'on marche dans une telle ville. Tout le monde a une voiture et il n'y a pas de raison de se balader. Bradbury, agacé, dénonce cette situation par la plume. D'abord à travers une nouvelle nommée The Pedestrian, avant de développer encore le sujet dans notre livre. D'ailleurs, la température évoquée, 451 degrés Fahrenheit, n'a rien de scientifique. Au moment de finaliser son livre, l'écrivain a simplement appelé une station de pompiers pour demander à quelle température un livre pouvait brûler. Et voilà la réponse qu'on lui donna, 451. On pourrait encore bien sûr parler du macartisme qui a eu lieu entre 1950 et 1954, une période de paranoïa anticommuniste aux États-Unis, marquée par la chasse aux sorcières menée par le sénateur Joseph McCarthy. Sur fond de guerre froide, cette campagne a visé des milliers d'Américains soupçonnés de sympathie communiste, entraînant des listes noires, des démissions forcées et des persécutions idéologiques. Et Bradbury, lui, a toujours refusé que l'on lise son livre comme une critique de ce macartisme. Je vous rappelle que son texte est publié en 1953. En tout cas, je vous pose ça là et je vous invite à vous faire votre propre avis. Pourquoi pas en lisant le livre. Parce que oui, si Brume Littéraire vous présente chaque mois un classique différent, c'est pour vous ouvrir une porte, vous inviter à choisir un livre qui pourrait vous plaire. Rien ne peut remplacer, bien sûr, la lecture du texte même, alors c'est avec ces quelques clés que je vous laisse. Si l'épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir le podcast, le meilleur moyen, c'est de vous abonner, de laisser un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pourquoi pas aussi l'envoyer à quelqu'un que ça pourrait intéresser et le partager autour de vous ou sur les réseaux. Ainsi, on pourra inviter encore plus de lectrices et de lecteurs à découvrir ces grands textes de la littérature. De mon côté, je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode
Et en attendant le prochain, je vous dis bonne lecture.